Paul Molac, rapporteur de la Commission des affaires culturelles et d'éducation. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles, mes chers collègues. Depuis 2008, les langues régionales sont inscrites comme patrimoine de la République dans la Constitution, article 75.1. Or, depuis cette date, aucune loi dédiée n'est venue stopper la véritable hémorragie de locuteurs à laquelle elles font face. Pourtant, encore très récemment, nous en avions l'occasion par le biais d'un projet de loi constitutionnelle tendant à autoriser la ratification de la Charte européenne des langues régionales, rejetée par le Sénat le 28 octobre dernier. Alors que la proposition de loi de même objet avait été adoptée par une vaste majorité, 361 contre 149, à l'Assemblée nationale. Cette position, au mieux indifférente et passive, au pire hostile, est intenable aujourd'hui. Elle est intenable vis-à-vis de nos partenaires. Comment faire tant pour la francophonie, au nom de la diversité linguistique mondiale, et ne rien faire pour protéger l'exceptionnel patrimoine des 75 langues régionales menacées de disparition? Presque tous nos voisins ont adopté une législation favorable. En France, on a fait quelques avancées, il est vrai, en particulier avec ce gouvernement, mais il reste encore énormément à faire. En conséquence, le déclin des langues régionales est bientôt quasi inexorable. 12% des Français parlent aujourd'hui, même occasionnellement, une autre langue que le français. Ils étaient 26% dans leur enfance. 75% des adultes qui parlaient enfant une langue régionale ne le font plus du tout. Le nombre de personnes capables de s'exprimer en langue régionale entre générations nées en 1930 et celles nées en 1980 a été divisé par 2 pour le basque, 3 pour l'alsacien et 10 pour le breton. Cette position est surtout intenable vis-à-vis des 5 millions de locuteurs qui demeurent et dont il est indécent de considérer qu'ils forment des dissidents du corps national et insultant de prétendre qu'ils maîtrisent moins que les autres le français. Apprendre une langue régionale, ce n'est pas désapprendre le français. L'étude concrète des compétences des doubles locuteurs tend même plutôt à montrer que c'est l'inverse. Et les écoles associatives de langue régionale, par exemple, où le français est enseigné, mais où surtout la langue régionale est enseignée, ont d'excellents résultats à tous les tests de l'éducation nationale et en particulier au bac. En l'absence de ratification de la Charte, il est donc plus urgent que jamais de mobiliser tous les autres instruments disponibles, dont la loi, pour donner une réalité à l'objectif de sauvegarde des langues régionales induit par leur consécration dans la Constitution. 2 éléments sont indispensables pour la fondation d'un régime juridique à la survie de nos langues. L'éducation en premier lieu, car une langue pour exister doit d'abord être apprise, elle doit être connue, elle doit être sue. C'est l'objet des articles 1 à 3 de cette proposition de loi, supprimés en commission, mais dont je proposerai de rétablir les articles supprimés. En second lieu, la présence dans la vie sociale et les médias, car pour vivre, une langue doit être régulièrement parlée, lue, entendue. C'est l'objet des articles 4 et 5. Pour l'enseignement des langues régionales, l'éducation publique se voit confrontée à un obstacle de taille. Des juges qui ont détourné l'intention de la révolution constitutionnelle de 1992, introduisant la mention du français langue de la République, et de la loi Toubon de 1994, fixant à l'école pour objectif la maîtrise du français. Ces lois visaient à lutter contre l'hégémonie de l'anglo-saxon. Or, elles ont développé une jurisprudence hostile aux langues régionales. Le Conseil constitutionnel, outre la Charte, refuse ainsi qu'un particulier puisse se prévaloir d'un prétendu droit à l'usage des langues régionales. Le Conseil d'État a, lui, annulé une partie des arrêtés et circulaires langues de 2001 en estimant, sur le fondement de la loi Toubon, qu'un enseignement bilingue qui consacrait plus de la moitié du temps aux langues régionales va au-delà des possibilités de dérogation au français admises dans le Code de l'éducation, et non la Constitution, d'ailleurs, j'y reviendrai à propos de l'article 1. Malgré cela, au cours de cette législature, les choses ont avancé. D'abord, la loi Peillon pour la refondation de la République en 2013 a été la première à reconnaître dans le Code de l'éducation l'enseignement dit bilingue. Elle a fait obligation au pouvoir public d'informer les parents de l'existence de ces offres d'enseignement. Puis, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, dite la loi NOTRe, a introduit un régime cohérent de compensation entre les communes des frais de scolarité des enfants inscrits dans les écoles publiques bilingues d'une autre commune que celle de leur résidence.
La loi Peillon a maintenu une forme d'ambiguïté en introduisant dans le Code de l'éducation l'enseignement bilingue sans plus de précision. Or, le Conseil d'État, au mépris des évidences pédagogiques, avait tracé en 2001 une frontière très abstraite, interdisant que l'enseignement bilingue public dépasse la parité horaire. Je pense que la volonté du législateur en 2013, en ne reprenant pas cette conception de parité horaire, était de reconnaître toute forme d'enseignement bilingue dès lors qu'il respecte les obligations de maîtrise du français assignées par les autres articles du Code de l'éducation, en particulier le socle commun. Il serait cependant utile de le préciser clairement de façon à lever définitivement tout doute et à donner un fondement légal clair à des pratiques de longue date expérimentées par l'enseignement public, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques ou en Bretagne. Tel est l'objet de l'article 1, qui ne nous paraît absolument pas anticonstitutionnel. Je proposerai donc de rétablir cet article, tout en ajoutant que l'enseignement et l'apprentissage de la langue régionale au-delà de la parité horaire se fait lorsque cela est nécessaire à l'apprentissage de ces langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française. Par ailleurs, les enseignements bilingues immersifs dits associatifs, Diwan, CHK, Calandret, Bressol, sont dans une situation financière extrêmement difficile, parce qu'à la différence des écoles privées traditionnelles, qui ont constitué leur patrimoine au long fil de l'histoire de l'éducation, ils n'ont pu se développer que récemment, lorsque l'éducation nationale a abandonné sa posture très hostile aux langues régionales. L'état de la législation décourage le développement de l'enseignement bilingue immersif, alors même qu'il est le plus efficace à permettre à des jeunes coupés de tout environnement linguistique régional de s'exprimer dans la langue régionale, sans atténuer en rien leur maîtrise du français. En attestent les résultats éloquents de Diwan, qui pratique un enseignement immersif, avec beaucoup de bretons en maternelle, introduction du français en CE2, et dont les taux de réussite aux tests de CM2 et du brevet sont 10% supérieurs à la moyenne des établissements voisins, alors que vous savez que la Bretagne est l'une des académies avec les meilleurs résultats aux examens, et que leurs résultats au bac avoisinent les 100%. Alors même que la composition sociologique attestée par la proportion des élèves boursiers est également là supérieure à la moyenne régionale. L'article 2 et 3 visent donc à lever à leur exclusif profit, je le dis bien, l'interdiction et le plafonnement à 10% des dépenses annuelles des subventions d'investissement accordées par les collectivités territoriales, respectivement aux écoles de statut privé, par la loi Fallou de 1850, et aux collèges et lycées généraux et technologiques privés par la loi Goblet de 1886, telle qu'interprétée depuis 1990 par le Conseil d'État. Cette exception est justifiée par un motif d'intérêt général exceptionnel, reconnu par la Constitution dans l'article 75.1 de la Constitution, qui est la préservation des langues régionales, élément de notre patrimoine, qui ne peut être atteint que par l'éducation. Toutes les garanties seraient prises, l'enseignement devrait y être gratuit, ouvert à tous, laïque, et respecter les programmes nationaux. En outre, tout établissement privé assumant les mêmes fonctions devrait bénéficier des mêmes subventions. Enfin, ces aides ne devront en aucune manière aboutir à placer les bénéficiaires dans une situation plus favorable que celle du service public, compte tenu des obligations particulières qui lui incombent. Le second pilier d'une politique cohérente est l'accroissement de leur visibilité, aujourd'hui trop marginale et inégale. L'article 4 vise à encourager et rationaliser la pratique des traductions en langue régionale, des signalisations et des supports de communication pour lesquels les pratiques sont aujourd'hui très inégales. L'idée est de confier à la région, dont le rôle particulier dans la promotion des langues régionales, il est vrai, dans le respect des compétences des autres échelons, est reconnu par l'article L. 4221-1 du Code général des collectivités territoriales. La faculté de demander au service public d'adopter une politique cohérente en la matière serait, à notre avis, une avancée importante. C'est pertinent, car les régions ont la particularité d'avoir à leur côté des offices publics des langues régionales, par exemple l'office public de la langue bretonne, l'office public de la langue basque. Il en existe en Alsace, il en existe aussi en Occitanie, en Corse. Donc, il y a de quoi s'appuyer sur des fonctionnaires qui sont formés à ce type de travaux. Pour parer au possible écueil de l'imposition de cette mesure en contradiction avec le respect de la non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, je proposerai un amendement visant à ce que la demande de la région ne s'applique aux services publics concernés que par voie conventionnelle ou contractuelle. La région garderait une dynamique d'impulsion, de proposition de ses services, de ses moyens, et ceux des offices publics des langues régionales qui sont attachés. Elle pourrait d'ailleurs
utilement dans les CTAP, faire des conventions avec les autres collectivités locales. La Poste, la SNCF et divers services publics locaux sont en capacité de faire de la signalétique bilingue, à condition qu'ils aient un soutien technique, linguistique, voire financier de la part des collectivités locales et surtout des offices publics des langues régionales, directement rattachés aux conseils régionaux. C'est pourquoi nous estimons que la région doit être dans cette capacité d'impulsion. L'article 5 vise à faire apparaître dans les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel le rôle de veiller à l'attribution d'une place significative aux langues, mais aussi, après l'examen en commission, aux cultures régionales dans l'audiovisuel français. Le rapport du comité consultatif pour la promotion des langues régionales présidé par Rémi Caron et remis à Madame la ministre de la Culture en juillet 2013 précisait que le nombre d'heures de langue régionale est jugé, pour la plupart des spécialistes, comme insuffisant pour permettre une visibilité et une exposition des langues qui soient en mesure de pérenniser leur existence. Nous souhaitons y remédier. Voilà exposé les raisons d'une telle proposition de loi, l'une des très rares sur le sujet pouvant être débattue dans cet hémicycle. Si modeste puisse être la contribution, la situation des langues régionales impose que nous puissions avancer de concert. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame